Bonsoir. Ce soir, décryptons et analysons l'actualité en RDC. Bonsoir, Monsieur Saïba. Comment allez-vous? Bonsoir, Madame Yori. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Monsieur Saïba, après plusieurs mois de silence, vous avez décidé aujourd'hui de reprendre le micro. Pourquoi? Eh bien, Madame Yori, il est des moments dans la vie où il faut savoir se taire. Et comme les Saintes Écritures le disent, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour se taire. Il était pour moi le temps pour me taire. Me taire pour observer. Me taire pour faire moi-même un examen de conscience, une introspection, me taire aussi pour observer l'environnement immédiat dans lequel je vis et particulièrement la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et pourquoi je prends la parole aujourd'hui? Parce que le Congo est en train de sombrer ou a déjà sombré dans un désordre indescriptible. Le Congo est en train de vivre une tyrannie la plus abjecte de son histoire et j'estime que le peuple congolais a besoin de la parole responsable. Et il n'est pas normal pour un homme public que je suis ou un acteur public que je suis de rester silencieux alors que le pays est en train de tanguer comme un bateau ivre sans capitaine. Je reviens, non pas pour commenter, mais pour contribuer au débat national. Très bien. Vous avez été, Monsieur Saïba, et vous êtes resté un très proche collaborateur du président honoraire Joseph Kabila. Pourquoi? Bien, d'abord parce que cela est lié à ma foi. C'est un choix donc qui est lié à ma foi, parce que j'estime qu'en tant que chrétien, la loyauté est une valeur qu'il faut toujours porter. Deuxièmement, c'est un choix de conviction. Je suis resté loyal non pas seulement à un homme, mais à une conviction qu'il porte. Et je pense que sa vision pour le Congo, je la partage totalement. Et c'est pourquoi je pense que c'est l'homme avec qui je dois travailler. Donc, ce qui explique en fait vos retraits de la vie politique active. Je ne sais pas si je me suis retiré de la vie politique active ou j'ai été contraint à l'exil à cause de mon choix de loyauté vis-à-vis du président Kabila. Et comment se passe l'exil? On est mieux que chez soi. Exactement. Bien sûr, on est mieux que chez soi et je pense que nous allons forcément rentrer dans notre pays. Nul ne devrait nous contraindre à l'exil. C'est même une exigence de la Constitution. Nul ne devrait être contraint à l'exil. Et donc, nous allons rentrer dans notre pays et je pense que cet exil est en train de prendre fin. Ouais. Donc, cela va nous emmener justement à rentrer dans le vif du sujet sur l'état de notre pays. Nous allons parler de vision, d'état et de blocage. Quelle est pour vous la nature de la crise qui secoue la RDC? La crise qui secoue la RDC, à mon sens, elle est multidimensionnelle. C'est une crise morale, c'est une crise politique, une crise de légitimité, parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'élection en 2023. Et cela pousse une partie de la population, évidemment, à se soulever et à réclamer le retour à l'ordre normal. Et c'est une crise économique, c'est une crise sécuritaire, c'est une crise donc multidimensionnelle à laquelle il faut très urgemment remédier. Vous parlez des élections de 2023 en disant qu'elles ne sont pas légitimes, mais aujourd'hui, on sait que celles de 2018 ne l'étaient pas non plus. Alors, pourquoi aujourd'hui prendre la parole alors qu'en 2018, les élections n'étaient pas non plus légitimes? Je ne sais pas qui dit que les élections de 2018 n'étaient pas légitimes. Et j'ai eu la grâce, en tout cas, d'être présent à la cérémonie de passation de pouvoir entre un président sortant, qui était issu de la majorité qui dirigeait le pays en ce moment-là, qui a passé le pouvoir pacifiquement et de manière élégante au parti de l'opposition la plus radicale de l'histoire de notre pays. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire que ces élections n'étaient pas légitimes. Donc, c'est une question qui peut être discutée, mais moi, je sais en tout cas que nous avons assisté en RDC et pour la première fois dans l'histoire de notre pays à une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre deux hommes d'État. Si je me permets d'insister, M. Saïba, c'est tout simplement parce que c'est le camp du président Joseph Kabila, justement, qui a remis en cause et qui a estimé que la victoire de Félix Tshisekedi n'en était pas une. C'est en ce sens que je parle de légitimité. Il est bien évident que nous avons eu, en tout cas, la chance d'avoir la première passation, mais je parlais de légitimité en termes de vérité des urnes, on va dire. En tout cas, moi, j'ai suivi plusieurs fois le président Kabila, ce qu'il a dit, et j'ai suivi encore son interview dernièrement dans deux médias, à savoir la Libre Belgique et le New York Times. Il a exactement dit ceci, qu'il y a eu un accord entre le Cap pour les changements, donc la famille politique du président Tshisekedi, et le Fonds commun pour le Congo, sa famille politique. Parce qu'en fait, le Cap pour les changements avait remporté les élections présidentielles,
mais n'avait pas la majorité parlementaire. Alors, au lieu d'une cohabitation, je crois qu'on a voulu, ou ils ont voulu avoir un modèle sui generis qui puisse préserver la paix et la stabilité au Congo. Je ne pense pas qu'il faille reprocher à quelque chose au président Kabila qui a mis en avant la paix et la stabilité du pays. Non, je vous rassure, je n'oserais point reprocher quoi que ce soit. C'est juste les faits que j'essaye pour permettre Mais en fait, évidemment, à ceux qui vous écoutent de pouvoir... Ça reste un débat, ça reste un débat. pouvoir Moi aussi, comprendre. je suivi comme vous plusieurs acteurs dire qu'effectivement, le président Tshisekedi n'a jamais remporté les élections. Et si ça se trouve que c'est vrai, ben, on le saura tôt ou tard. Exactement. Vous avez abordé au début de notre entretien le fait que vous avez brisé le silence face aussi à la tyrannie justement qui sévit aujourd'hui en RDC. Et en parlant de Joseph Kabila, il a proposé 12 points. Que pensez-vous des 12 points? Parce que dans ces points, il parle aussi de mettre fin justement à la tyrannie en République. C'est même le premier point. C'est même le premier point parce qu'il a dit qu'il fallait mettre fin à la dictature et il a même continué pour dire mieux à la tyrannie. En fait, c'est vraiment une tyrannie qui est en train de sévir en République démocratique du Congo. Et je pense en fait que les 12 points présentés par le président Joseph Kabila sont sa contribution à la quête en fait d'un Congo que nous voulons tous. Et j'adhère en fait à sa proposition articulée sur 12 points. Et tout Congolais consciencieux ne peut que adhérer à sa proposition. Et je pense que chacun doit jouer sa partition. Ce que je suis en train de faire, je joue la mienne. Oui, comme vous dites, chacun joue sa partition pour justement un changement radical, en tout cas un changement pour un mieux-être demain. Revenons, Monsieur Saïba, au diagnostic global où vous aviez déjà parlé de crise de leadership, crise institutionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien, comme je l'ai dit, nous sommes là en plein dans une crise multiforme. Crise morale, crise de légitimité, crise politique, crise institutionnelle, crise sécuritaire. Parce que le pays aujourd'hui est écumé par des bandes armées qu'on ne peut même plus compter. Vous avez les Codeco, les ADF NALU, les Interam qui font partie maintenant aujourd'hui de nos forces de défense et de sécurité. Vous avez les Mobondo, juste à Kinshasa d'ailleurs. Mais n'allons pas loin, vous avez même les Kuluna en pleine Gombe. Donc, bref, nous sommes dans une sorte d'apocalypse en République démocratique du Congo. Et tout acteur politique consciencieux ne peut qu'être interpellé. C'est mon cas, donc je suis interpellé et j'estime que je dois apporter ma contribution, modeste soit-elle. Alors, est-ce que la question de la RDC est-elle structurelle ou conjoncturelle? Les deux à la fois, madame. La crise de la RDC est conjoncturelle et structurelle. Parce qu'en fait, vous allez remarquer que tout pays sérieux doit assurer la continuité. On peut tout dire, mais depuis l'indépendance à nos jours, le Congo a connu des moments difficiles, mais aussi des moments de gloire. Alors, en 2019, puisque nous avons assisté à une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre le président Kabila et le président Tshisekedi, je pense qu'il était important que nous puissions assister à une continuité de l'État, à une continuité de la chose publique. Le président Tshisekedi était censé normalement suivre les réformes et les efforts qui étaient déjà consentis par son prédécesseur. Mais arriver à une rupture totale et ramener le pays à une tyrannie qu'il n'a jamais vécue, je pense que c'est tout simplement inacceptable. Et là, je pense que le président Tshisekedi et son camp se sont trompés d'époque. Vous venez d'évoquer ici justement la question de la continuité de l'État, des réformes qui ont pu être initiées justement par l'administration du président Joseph Kabila. Une thématique importante, l'énergie, que vous connaissez très bien. On entend beaucoup de discours, beaucoup d'annonces. Mais dans quel état réel se trouve aujourd'hui le secteur de l'énergie en RDC? Bien, pour vous répondre plus simplement, je crois qu'il faut seulement voir le déficit énergétique qui sévit en République démocratique du Congo pour comprendre en fait que ce secteur n'est pas une gloire et que donc ce secteur est dans un état piteux. Je ne parlerai pas des réformes, mais je parlerai plutôt des efforts qui doivent être poursuivis, qui avaient déjà été entamés. Et c'est pourquoi j'insiste sur le besoin de la continuité de l'État. Nous ne devons pas être des acteurs politiques qui sont aptes dans les slogans, inaptes dans la pratique. Oui, donc, vous
Vous avez Et je vous en d'ailleurs prie. soulevé la loi de libéralisation du secteur au niveau de la SNEL. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Bien. Et je vous ai posé une question encore une fois, même dans nos échanges off. Connaissez-vous un seul secteur aujourd'hui qui se comporte bien en République démocratique du Congo depuis 2019? Je pense que la meilleure activité aujourd'hui qui se porte bien en RDC, c'est la compétition du détournement des deniers publics. Que pensez-vous, Monsieur Saïba, de la loi de libéralisation du secteur de l'énergie? Je pense que c'est une bonne loi. Maintenant, une chose est d'avoir des lois, une autre chose est de les appliquer. Et je pense qu'ici, la plus grande faille, c'est dans l'application. Mhm. Vous allez tout simplement remarquer, comme moi, que cette loi sur la libéralisation du secteur de l'énergie ne connaît pas encore du succès, tout simplement parce qu'il y a une défaillance dans l'application des lois dans notre pays. Bien sûr, il y a quelques entreprises privées qui ont vu le jour. J'en ai vu déjà à Goma, par exemple, deux. Socodé, je pense, Mhm. et Virunga Energy. Et je pense aussi que dans l'ouest du pays, il y a aussi une entreprise. Je sais qu'il y a aussi quelqu'un au niveau du Katanga qui est en train de développer en tout cas une centrale Centrale. hydroélectrique. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que l'État puisse arriver à faire éclore ces secteurs de l'énergie parce que il est très important et vital pour l'industrialisation de notre pays. Sans énergie, c'est impossible d'aspirer à tout développement. Alors, mais hormis les raisons que vous avez déjà évoquées sur un problème de gouvernance, justement, et qui ne permet pas de mettre en application toutes ces réformes et d'avoir des résultats positifs, pensez-vous qu'il y a un problème d'acteurs aussi? Ah oui, c'est surtout ça. Il y a surtout un problème d'acteurs. Parce qu'en fait, madame, vous pouvez avoir des bonnes lois, vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais si vous n'avez pas de bons acteurs pour mettre en musique, pour mettre en œuvre ces lois et la vision que la population peut être en train de porter, vous n'arriverez à rien. Je pense qu'effectivement, il y a un problème d'homme. Il y a un problème d'homme. Ça veut dire un problème d'acteurs. D'acteurs. Ce n'est pas un problème de texte que nous avons en République démocratique du Congo. La crise que nous avons quand nous parlons de la crise de leadership, c'est effectivement un problème d'homme. Oui, parce que je donne un exemple, par exemple, le projet d'Inga, qui est Mhm. resté aussi euh, sans suite. Après, justement, 2018-2019, je pense, le projet n'a plus été suivi. Et cela a pour conséquence, bien sûr, un faible taux d'électrification en RDC. Depuis 1960, ça perdure. Pourquoi ce décalage? Que faire aujourd'hui pour pouvoir changer la donne? Parce que comme vous le savez, l'industrialisation passe par l'énergie. Absolument. En fait, madame, il faut d'abord comprendre que Inga est un projet très important. Et l'objectif pour Inga, ce n'est pas seulement l'électrification des ménages. Non. Le projet d'Inga, en fait, est porté vers l'industrialisation, vers la vision de l'industrialisation. C'est pourquoi même lorsque le président Mobutu avait piloté et exécuté certaines phases du projet d'Inga, c'était, on appelait, je vois, la ligne Inga-Shaba. Tout à fait. C'était en fait pour garantir l'énergie dans les mines du Katanga. Et aujourd'hui, la vision n'a pas changé. Non seulement qu'il faut donc garantir l'électricité dans l'industrie minière au Katanga ou dans toutes les autres provinces minières, mais aussi Inga doit exporter l'énergie vers d'autres pays, notamment vers l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana, un peu partout. Mais à côté de Inga, je pense que la politique doit être aussi celle de développer des microcentrales et d'autres énergies renouvelables, Oui, donc afin les que nous puissions, énergies exactement, alternatives. les énergies alternatives, afin que nous puissions assurer en tout cas l'autosatisfaction en énergie à tout le pays, non seulement pour les ménages, mais surtout pour l'industrialisation, notamment de notre secteur minier et même de notre secteur agricole. Et de ce que vous savez, parce que vous n'êtes pas en RDC, mais quelles sont les solutions alternatives aujourd'hui qui sont déjà en application en RDC ou qui devraient l'être en tout cas? Qui devrait l'être. En fait, vous avez plusieurs sources d'énergie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Par exemple, parlant de l'énergie solaire, vous savez bien que la RDC est un pays très ensoleillé. Tout à Donc, nous fait. n'avons pas de problème de soleil. Nous sommes en pleine forêt équatoriale avec un soleil qui nous gratifie toute l'année. Et donc, c'est possible de pouvoir développer l'énergie solaire.
c'est possible de pouvoir développer l'énergie éolienne, c'est possible de développer l'énergie sur base du gaz méthane, notamment au Kivu, c'est possible de développer l'énergie sur base donc la bioénergie. Et donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à la République démocratique du Congo, mais c'est la vision qui nous manque et qui manque en tout cas dans le chef du leadership actuel ou du leadership congolais en général. Alors parlons justement de vision. L'énergie est l'un des secteurs, on pourrait parler aussi de l'agriculture, du secteur tertiaire. Mais tout cela ne peut fonctionner que si l'État reprend ses lettres de noblesse. Absolument. Aujourd'hui, il y a un débat dans l'opinion publique par rapport au type de régime, de système que nous devrions en fait mettre en application. Beaucoup parlent du fédéralisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Saïba? Bien, je pense que ce sont beaucoup plus des terminologies. Certains parlent de la nécessité du fédéralisme. D'autres estiment que c'est plutôt l'unitarisme qui doit l'emporter pour préserver l'unité du pays. Mais, madame, et si je vous objectais, pourquoi pas les États confédérés du Congo? Oui, pourquoi pas? Parce que moi, j'en connais qui plaident pour les États confédérés du Congo. Comme la Suisse, un peu. Absolument. Mais personnellement, je pense que ce ne sont que des mots, ce ne sont que des concepts. Mais le plus important, c'est la relation entre l'État central et les États fédérés, les territoires décentralisés. C'est ça le plus grand problème. Comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes quand même dans une sorte de décentralisation. Et pourtant, on a une loi de la libre administration des provinces. Mais alors, quel est le problème? Le problème, ce n'est pas le problème des textes. Le problème, ce n'est pas le problème des contextes, de concepts. Nous sommes là en face d'un problème de leadership, d'un problème de gouvernance. Qu'il s'agisse d'un État fédéral, qu'il s'agisse d'un État unitaire ou d'un État unitaire fortement décentralisé, qu'il s'agisse encore des États confédérés du Congo, je pense que le plus important, c'est ce que nous allons faire de ces concepts pour assurer le bien-être de nos populations. Je pense que c'est cela le plus important. Vous avez tout à fait raison et j'abonde dans votre idée que effectivement ce ne sont pas les textes ou bien le système, mais c'est ce qu'on en fait. Néanmoins, beaucoup pensent dans l'opinion publique que le système fédéraliste permettrait de rapprocher l'action publique des citoyens. Mais je regarde par exemple ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que nous avons un État, je ne sais pas comment le définir, mais nous avons le gouvernement central, nous avons les gouvernements provinciaux, nous avons une Assemblée nationale et le Sénat au niveau national, nous avons des assemblées provinciales au niveau des provinces. Mais pourquoi ça ne marche pas? Tout ça a été décidé et mis dans la Constitution pour permettre la proximité entre les dirigeants et les administrés. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a deux problèmes. Il y a un problème de la conception que nous faisons de l'État, de l'idée que nous nous faisons de l'État. Vous voyez, par exemple, quand vous avez des soucis à Kinshasa, les soucis d'embouteillage, les soucis d'infrastructures urbaines, le transport urbain et tout ce que vous voulez, mais vous avez déjà suivi généralement la population. Maman tel la bisoli Kamboyo. Exact. Mais qu'est-ce que Maman tel a à voir dans les infrastructures routières dans la ville-province de Kinshasa? Vous oubliez que vous avez un gouverneur élu par l'Assemblée provinciale. Et donc, je pense qu'il y a aussi un problème de conception, d'abord, de l'idée que nous nous faisons de l'État, de l'idée que nous nous faisons de nos dirigeants, mais aussi de notre propre responsabilité en tant que peuple. Exact. Est-ce que nous sommes suffisamment exigeants vis-à-vis de nos dirigeants? Parce qu'ils ont l'obligation de pouvoir rendre compte. Il faut que nous puissions cultiver le système de redevabilité. Nous devons mettre en place en tout cas des critères ou des systèmes de redevabilité. Un dirigeant doit rendre compte à la population. Et la population doit contrôler ses dirigeants. Ce qui n'existe pas. La population préfère se résigner. Et aujourd'hui, nous assistons maintenant à une tyrannie. Pourquoi? Parce que le tyran profite de la résignation de la population. Et c'est pourquoi nous revenons en tout cas pour éveiller la conscience de la population. Dire à la population qu'elle a un rôle à jouer. Dire à la population qu'elle doit dénoncer la tyrannie. Dire à la population qu'elle doit concourir
à ce que la tyrannie puisse reculer et que nous puissions revenir au bon sentiment, une démocratie pour laquelle nous nous sommes battus des années durant. Oui, la République démocratique du Congo est un régime démocratique et il est impératif, effectivement, Constitutionnellement, oui. constitutionnellement, Mais dans les et- faits, et- nous et- sommes en plein dans une tyrannie, vous de, savez, de, madame. de manière technique, est-ce que ne pensez-vous pas que le système actuel, tel qu'il est, a atteint ses limites? Puisque aujourd'hui, il y a même des problèmes de rétrocession aux provinces qui ne peuvent pas travailler. Beaucoup de députés ne sont pas payés, députés provinciaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut repenser ce système qui a été mis en place? Au-delà d'un problème de leadership, de gouvernance, ne pensez-vous pas que ce système est budgétivore? Madame Yori, je pense que ce qu'il faut changer, ce sont les hommes. D'abord. Je le répète en tout cas, et c'est ma conviction. J'accepte le point de vue de ceux qui estiment que c'est le système qui a atteint ses limites, mais je pense que ce sont les hommes qui ont atteint leurs limites. Ils n'ont plus rien à proposer à la population. Et lorsque vous arrivez à une situation de saturation, où vous n'avez plus rien à proposer à la population, mais la meilleure des attitudes, c'est de démissionner. Il ne faut pas commencer à rejeter la faute au texte. Exact. Les textes n'ont aucun problème. Avons-nous suffisamment exploité les textes qui gouvernent la RDC? Avons-nous suffisamment exploité la Constitution et les lois du pays? Que non. Alors, je pense qu'il est très important que ceux qui dirigent puissent se rendre à l'évidence que la situation semble échapper à leur contrôle. Et en pareille circonstance, il est mieux et il est même très responsable de pouvoir jeter l'éponge. C'est aussi cela la responsabilité, madame. Tout à fait. Mais admettons, Monsieur Saïba, que demain, il prenne conscience, justement, que ce pouvoir prenne conscience et décide de jeter l'éponge. Pour vous, quelles seraient les conditions indispensables à prendre immédiatement pour rendre les provinces réellement performantes? Parce que, comme je vous l'ai dit, rapprocher l'action publique des citoyens pour justement impulser le développement. Tout ne peut pas se décider à partir de Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord. La meilleure manière de le faire, c'est effectivement laisser les provinces jouer véritablement leur rôle et demander à la population d'être suffisamment vigilante pour exiger ce qui lui est dû. En fait, les dirigeants doivent se sentir serviteurs de la population et non pas le contraire. Vous voyez? Et moi, personnellement, tous ces termes, excellence, honorable, et quoi encore? Il y a quoi encore? Et ce sont les deux que je connais. Oui, Excellence, honorable, je ne sais pas, on va arriver à vénérable et tout ce que vous voulez. Mais je disais à quelqu'un dernièrement, je dis, mais pourquoi on doit nous imposer d'appeler des gens excellence et honorable, alors que parfois, quand vous les regardez, vous dites en quoi il est excellent, en quoi il est honorable. Vous voyez? Appeler monsieur tel, ça suffirait. Je pense que ça commence vraiment à faire mal et ça commence à devenir lourd, en tout cas particulièrement pour moi, d'appeler telle ou telle excellence ou honorable, alors qu'ils n'ont rien d'excellent. Et surtout Ils n'ont rien d'honorable. même un directeur général est appelé déjà. Ça, c'est ce qu'on Voyez-vous, en fait les antivaleurs. ce sont des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Doit changer dans notre Madame Yori, vous vivez en Europe. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Honorable, excellence. Mais non. Vous êtes ministre, vous êtes gouverneur, vous êtes député, vous êtes sénateur. Mais vous êtes un citoyen comme tout le monde. Tout à fait. Mettez-vous même dans la posture des serviteurs. Ministre signifie même serviteur. Mais c'est aux politiques d'impulser cela. Mais absolument. D'où vient que le ministre devienne une excellence? Tout simplement parce qu'il est ministre. Mais c'est un système qui est mis en place excusez-moi, par vous-même les politiciens quelque part. Mais je vous ai dit alors. Pas vous, non, absolument. La classe politique absolument, madame. Générale. Donc aujourd'hui, effectivement, les gens ont tendance à appeler, à faire usage de ces mots excellence et honorable à tort et à travers. Je vous ai dit à l'entame de cet échange, madame, que je reprends la parole pour nous remettre en cause. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Pourquoi nous ne pouvons pas être un peuple responsable? Pourquoi nous ne pouvons pas être des acteurs publics responsables? Pourquoi tous les mauvais exemples doivent être attribués au Congo? Je pense qu'il est temps quand même que nous puissions nous arrêter et nous remettre en cause et changer de direction parce que je pense que nous avons pris la mauvaise. Oui, je pense aussi que, et comme l'opinion le dit, le Congo, et vous l'avez dit au début de notre échange, est en train de tanguer.
tel un bateau sans capitaine, et que effectivement, il est temps que la jeunesse, en tout cas les citoyens, les Congolais et Congolaises, puissent justement se rendre compte de l'importance aussi de leur prise de conscience. En parlant de prise de conscience, justement, aujourd'hui, les Congolais se plaignent quand même par rapport à l'insécurité que l'on peut observer, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais de manière générale sur l'étendue de la RDC. D'abord dans le volet sécuritaire, c'est-à-dire par rapport à la guerre qu'il y a à l'Est, à votre avis, pourquoi est-ce que la RDC ne n'arrive-t-elle pas à pacifier durablement son territoire, puisque la guerre à l'Est n'est pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque du maréchal, il y avait déjà des tensions et ça perdure. Pourquoi est-ce qu'on parvient pas à mettre fin et à retrouver la paix dans cette zone? Il y a plusieurs facteurs, madame. J'ai toujours soutenu que la frustration et des conflits persistants aboutissent toujours ou conduisent toujours à des guerres. Et donc, il faut prévenir les frustrations, il faut prévenir des conflits. Et la meilleure manière de le faire, en tout cas, c'est d'assurer un dialogue. C'est d'assurer le rassemblement de tous les Congolais. C'est d'assurer, en fait, un dialogue permanent entre les Congolais, réconcilier les Congolais. Nous avons un problème. Le président Kabila a parlé dernièrement du risque de soudanisation. Et les gens, ils sont allés dans tous les sens avec ce terme soudanisation. Mais, Madame Yori, avez-vous l'impression aujourd'hui que le Congo est encore une nation? Quand je regarde le nombre des officiers militaires qui sont aujourd'hui dans les geôles du régime de Kinshasa et qui sont tous, pour la plupart, originaires d'une partie du pays, mais que pensez-vous du sentiment que ces gens auraient? Donc pour vous, une des raisons, c'est la faiblesse militaire alors? Non, c'est la faiblesse de gouvernance. De gouvernance. Ou c'est la faillite de gouvernance. C'est ça le problème. Lorsqu'on a une conception erronée que pour régler un problème, il faut forcément en découdre militairement. Vous ne faites qu'accentuer la crise. Tout à fait. La preuve, c'est que quand vous regardez le budget militaire aujourd'hui, le budget de l'armée ou le budget de la guerre en République démocratique du Congo, je suivais encore il y a un temps le vice-premier ministre, ministre du budget, Muzito. Mais je ne pense pas que nous ayons besoin d'investir autant d'argent pour résoudre un problème qu'on réglerait par un dialogue. Et c'est ça, en fait, l'absence du sens des responsabilités. Vous n'allez pas prendre un marteau pour essayer de tuer une mouche. Tout à fait. Et vous cassez même votre pavement. Je ne sais pas si ça, c'est un comportement responsable. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que le pouvoir en place refuse justement ce dialogue entre Congolais? Mais j'aimerais bien aussi savoir. J'aimerais bien savoir. Bon, vous dites, OK, on va dialoguer, mais on va dialoguer selon mes conditions. Est-ce un dialogue ou un monologue? Ça semble être un monologue. C'est un monologue, madame. Et qui irait à un monologue? Parce que le régime de Kinshasa veut parler avec lui-même. Le régime de Kinshasa est en train de créer ses propres opposants avec lesquels il va dialoguer. Mais alors qu'ils y aillent. Mais à votre avis, sans dialogue, comment est-ce que vous voyez l'issue de tout ça? Madame, vous ne pouvez pas dialoguer avec un sourd-muet. Je ne sais pas si c'est possible de dialoguer avec un sourd-muet parce qu'il a sa façon de voir les choses. Il a une idée qu'il se fait de l'État. Il a une idée qu'il se fait de la paix. Il a une idée qu'il se fait de la cohésion nationale qui contraste avec ce que tout le monde veut et ce que tout le monde souhaite. Dès lors, vous pouvez beau le forcer, il ne marchera pas selon la vision globale de la population. Je pense pour ma part qu'il est très important qu'on se débarrasse d'abord de la tyrannie qui se vit dans notre pays et le reste va venir de soi. Parce que le peuple congolais dans son ensemble voudrait de ces dialogues, à l'exception de ceux qui dirigent. Aussi contradictoire que cela puisse paraître. Et dans tout ça, quel rôle joue la communauté internationale? Pensez-vous que la RDC subit
ou impose sa propre stratégie pour sortir justement de cette impasse? Quand vous parlez de la RDC, vous parlez de qui ou de quoi, madame? Parlez-vous du régime De de la Kinshasa? République démocratique du Congo, Monsieur Saïba. Oui, mais qui la représente aujourd'hui? Quand vous avez parlé de la Tout communauté à fait. internationale, vous avez parlé de la République démocratique du Congo. Je Mais voudrais qu'on puisse oui, émettre sur la même longueur d'onde. on va émettre sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on est conscient, comme vous l'avez dit, qu'il y a un réel problème de gouvernance, d'état de droit en RDC. Mais pensez-vous en fait aujourd'hui que pour sortir de cette crise, la communauté internationale joue un rôle positif ou négatif? Il me semble que la communauté internationale essaye de proposer quelques solutions qu'elle croit être adaptées aux réalités du Congo. Mais, Madame Yori, il est très dangereux de mettre les Congolais à l'écart de la recherche des solutions. Qui mieux que nous-mêmes connaît les réalités du Congo? Qui mieux que nous-mêmes connaît l'origine ou les vraies causes de la crise congolaise? Je pense que c'est nous les Congolais qui connaissons l'origine ou les causes profondes de la crise qui secoue notre pays. Alors, on devrait nous donner la possibilité de pouvoir nous parler. Mais évidemment, ils ont plusieurs fois essayé. J'ai vu par exemple la médiation angolaise tenter en tout cas de mettre les uns et les autres autour d'une table et de pouvoir discuter. Mais sommes-nous vraiment obligés d'aller à l'étranger pour que nous puissions nous mettre autour d'une table et parler des questions qui concernent notre pays? Est-ce que ça ne paraît pas un peu quand même enfantin? Oui, beaucoup d'acteurs politiques, entre autres, l'ancienne sénatrice Mumba a très souvent mis le doigt dessus pour dire que les Congolais doivent trouver des solutions entre Congolais. Cela étant la posture aujourd'hui de la communauté internationale, pensez-vous qu'on peut faire un lien entre sa posture vis-à-vis de ce qui se passe en République démocratique du Congo concernant le régime de Félix Tshisekedi et les minéraux critiques de la RDC? Oui, je pense en fait d'abord une chose, c'est que le Congo a vocation d'être un pays au service de la planète. Nous avons parlé par exemple du secteur de l'environnement et là le Congo assure en tout cas son leadership écologique, même si par ailleurs les autorités congolaises actuelles n'en tirent pas profit ou ne font pas tirer profit à notre pays, mais nous sommes aussi parmi les leaders mondiaux minéraux critiques. Mais on ne peut pas reprocher à un quelconque pays qui fait partie de la communauté internationale de pouvoir négocier pour interagir avec la République démocratique du Congo et faire des affaires. On ne peut pas. Maintenant, est-ce que ces minéraux critiques deviennent une malédiction pour la population ou doivent devenir source de richesse et de développement pour notre pays? Et je pense que c'est là que constitue en tout cas, c'est là que doit intervenir la clairvoyance des autorités. Et tel n'est pas le cas pour le moment. Malheureusement, nous sommes dans tout ce qui n'est pas sérieux. Nous sommes dans l'euphorie. Je n'ai rien contre le football. Je n'ai rien contre le football. Mon fils aime beaucoup le football, donc j'apprends des nouvelles de football par lui. À supposer que la République démocratique du Congo, les Léopards, remportent la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça va changer dans le vécu quotidien du Congolais lambda? Est-ce que le fonctionnaire sera maintenant mieux payé parce que nous aurons gagné la Coupe du Monde? Est-ce que le militaire au front sera mieux équipé, il sera mieux payé parce que nous aurons gagné la Coupe du Monde? Est-ce que la femme ménagère va trouver sa situation en tout cas améliorée? Est-ce que la femme maraîchère qui est dans le fin fond de nos villages va trouver ses conditions améliorées? Voilà les questions de fond, madame. Voilà les questions de fond. Mais on ne va pas mobiliser le monde entier. Tous les Congolais qui sont en vie et ceux qui sont déjà morts, on ne va pas les mobiliser tout simplement parce que l'équipe nationale s'est qualifiée à la Coupe du Monde. S'il vous plaît, je pense que là, nous devons quand même remettre les deux pieds sur terre. Vous avez tout à fait raison, mais permettez-moi, Monsieur Saïba, de revenir encore sur la question des métaux critiques, puisque cela a emmené en fait à un accord entre Kinshasa, enfin le pouvoir de Kinshasa et Washington, et depuis lors, on peut constater un regain
euh, de la part en fait du pouvoir de Tshisekedi. Encore, il y a de cela quelque temps, le discours selon lequel il serait impératif de changer la Constitution revient à l'ordre du jour. Voilà pourquoi je reviens encore sur nos métaux critiques, comme vous avez dit. Est-ce que c'est une malédiction? Ça ne devrait pas être une malédiction. Et je pense, ça c'est ma foi, en tout cas, je ne pense pas que les seigneurs s'étaient trompés d'abord en voulant que nous soyons des Congolais et en ayant placé tous les minéraux critiques qu'il y a en République démocratique du Congo. Ça ne peut donc pas être une malédiction. Nous vivons une situation particulière, c'est vrai, à cause de la mauvaise gouvernance, mais moi, personnellement, je ne reproche rien à ce que le Congo soit ouvert à tous les partenaires. Le Congo doit avoir plusieurs partenaires, en ce compris les États-Unis. Mais il faut que dans toutes les négociations dans lesquelles le Congo va être engagé, que nous puissions d'abord discuter sur base de nos intérêts stratégiques. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que cet accord est de nature à protéger les intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo? Si c'est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, on questionnera en tout cas ceux qui ont été négociés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, digne représentant du peuple, est censée justement nous faire un peu la lumière sur cet accord qui n'a pas encore été divulgué dans son entièreté et à toute la population. Mais comme vous dites, espérons que nous aurons des réponses sur cet accord. Vous me permettez, madame? Aujourd'hui, c'est vous qui me posez des questions, mais est-ce que je peux vous en poser une seule? Je vous en prie. Est-ce que vous estimez qu'il y a encore une Assemblée nationale en République démocratique du Congo? Ou c'est une caisse de résonance, du président de la République? Ben, disons que je dirais oui, effectivement, ça semble être une caisse de résonance. Malheureusement, les députés ne jouent pas leur rôle et c'est cela aussi qui fait que l'État est en train de vaciller puisque personne ne prend la posture finalement d'homme d'État et ne prend au sérieux ce qui sont leurs prérogatives. Plusieurs hommes de la rue occupent des fonctions d'État et les hommes d'État sont dans la rue. Sont dans la rue. Paradoxe. Ou en exil. Ou en exil. Ou en exil. Alors, vous avez une ironie facile, Madame Yori. C'est vrai. Aujourd'hui, Monsieur Saïba, l'insécurité urbaine est un problème fondamental. Vous avez des enlèvements, carjacking, vous avez aussi des personnes qui se font en pleine journée attaquer pour voler en fait tout ce qu'ils peuvent voler. D'ailleurs, il y a eu énormément de personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l'année à cause justement de cette insécurité qui devient insupportable. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Saïba? Absence de l'autorité de l'État, madame. C'est si simple que ça. Lorsqu'il n'y a plus d'État, mais évidemment, c'est la jungle qui s'installe. Et c'est le cas aujourd'hui dans la ville de Kinshasa et en République démocratique du Congo de manière générale. Il n'y a pas que l'insécurité urbaine, madame. Regardez le cas des embouteillages. La mobilité urbaine à Kinshasa. Vous avez vu, je ne sais pas, il y a quelques mois ou peut-être plus d'une année, le vice-premier ministre, ministre de Transport, il s'est amené. En fait, comme je le disais tantôt avec quelques amis, nous ne savons pas être responsables et nous assumer. Nous voulons toujours rejeter la faute aux autres. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, s'était présenté sur je crois, c'était une émission avec des photos de Londres, oui, des photos je crois, de l'Égypte, au Caire, et je ne sais pas quelle autre photo. Mais quelle irresponsabilité! Ceci, c'est un aveu, en fait. C'est un aveu d'échec. En fait, monsieur vous disait, je n'ai aucune solution à vous proposer, débrouillez-vous. Si ce n'est en tout cas, les embouteillages, il n'y en a pas qu'à Kinshasa. Mais il n'y en avait pas autant avant. Mais pourquoi vous n'avez pas anticipé? Gouverner, c'est prévoir. Kinshasa a une population aujourd'hui de près de 20 millions d'habitants. Mais un pouvoir responsable doit anticiper. Et monsieur vous amène des photos, vraiment pour vous dire, il n'y aura pas de solution. Mais vous parlez d'un monsieur, il n'a pas de nom, monsieur Saïba. Et il se reconnaîtra. Ah, il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra et les Congolais vont le reconnaître. Et surtout, vous parlez là des embouteillages.
qui ont des conséquences aussi sur Pour la la santé. santé publique. Absolument, absolument. Imaginez un seul instant, Madame Yori. Une ambulance doit, par exemple, évacuer quelqu'un de la Gombe vers l'aéroport d'Endjili. Catastrophe. Catastrophe. Même avec la sirène, où est-ce que l'ambulance va se frayer un chemin pour arriver à l'aéroport? Mais donc, le malade, il va même mourir avant d'arriver à l'aéroport pour être évacué. Mais comme vous l'aviez dit aussi lors de l'une de nos interviews, il y a aussi des conséquences économiques et sociales. Et en effet, je pense que si vous avez une situation où vous ne savez pas honorer vos rendez-vous d'affaires, ou encore que vos partenaires ne savent pas vous accéder parce qu'ils sont bloqués dans les embouteillages, eh bien, c'est la perte de temps, c'est une perte d'argent. Et donc, ça a une conséquence ou des conséquences néfastes sur le plan économique et des affaires. Cela va de soi. Et le plan de la santé, bien évidemment. Sur le plan de la santé, n'en parlons pas. Imaginez, Madame Yori, que vous puissiez rester sur le volant de votre véhicule pendant 4, 5, 6 heures dans les embouteillages sans avancer. Mais ça va commencer à vous énerver. Ça va probablement vous poser même des problèmes de tension. Ne vous étonnez pas qu'il y ait beaucoup d'AVC à Kinshasa. Parce que la qualité de vie laisse à désirer. Et Notamment à cause des embouteillages. on peut relier ça aussi à la problématique de l'environnement. Absolument. Puisqu'à Kinshasa, nous n'avons pas de voiture électrique, donc effectivement, les dégâts Absolument. peuvent être sur le long terme. Alors, la sécurité en RDC est une chose, mais la sécurité dépasse aussi souvent nos frontières. Le conflit au Moyen-Orient, Iran, Israël, États-Unis. À votre avis, aujourd'hui, qui détient l'avantage stratégique? Ouf. Ça dépend de quel côté vous placez. Quand vous suivez quelques médias américains, ils vous disent que ce sont les États-Unis qui ont l'avantage. Quand vous suivez quelques médias européens qui, eux, soutiennent l'Iran, ils vous disent que c'est l'Iran. Donc vous pensez que tout dépend du prisme par lequel tout dépend du prisme, mais la nous, en tant qu'Africains, ou nous, en tant qu'Afrique, nous sommes en train seulement de compter ou d'observer les conséquences. Et les conséquences sont négatives sur nos économies, notamment la flambée du prix des carburants, parce qu'en fait, le détroit d'Ormuz devient aujourd'hui inaccessible, ou un passage en tout cas inaccessible, et cela a des lourdes conséquences sur nos économies. Lorsqu'il y a flambée des prix des carburants, c'est la flambée aussi de biens de première nécessité. Et pour nos économies déjà fragiles, ce n'est pas une bonne chose. Et alors, pensez-vous qu'un acteur comme Dangote, justement, peut-il tirer profit de Oui, absolument, absolument, il va tirer profit, mais Dangote n'a pas de capacité de satisfaire la demande de toute l'Afrique, c'est impossible. Il pourra satisfaire éventuellement la demande du Nigeria, son pays d'origine, mais de là à imaginer qu'il pourra inonder toute l'Afrique par ses produits, je pense que c'est illusoire, il ne faut même pas rêver. Alors, face à ce constat, justement, quelle devrait être en fait la position de la RDC aujourd'hui à court, moyen et long terme par rapport à ce secteur qui est le secteur du pétrole? D'abord, je crois que nous devons nous focaliser sur le long terme et nous devons tirer les leçons des situations pareilles. Et ce n'est pas la première fois, en fait, qu'on assiste à une situation de pénurie de carburant. Et il y eut par le passé, dans l'histoire en tout cas du monde, la crise pétrolière. Et donc, c'est toujours des situations qui peuvent encore revenir, étant donné que les relations entre les États sont imprévisibles autant que les relations entre les humains. Alors, ceci dit, je pense que le Congo a aussi un potentiel pour pouvoir exploiter le pétrole sur son territoire. Et donc, ce ne serait pas mauvais de pouvoir imaginer, en tout cas, d'assurer la souveraineté dans le secteur de l'approvisionnement du carburant. Et nous avons le potentiel, par exemple, dans le lac Albert. Il est possible de pouvoir exploiter le pétrole dans le lac Albert. Certaines études attestent que même au niveau de l'ex-province du Bandundu, il y a éventuellement du pétrole. Donc, c'est possible. C'est possible, en tout cas, que nous puissions aussi réfléchir et avoir une vision à longue portée. Exploiter effectivement ou éventuellement le pétrole dans notre pays nous mettrait à l'abri de tous ces aléas qui secouent le monde généralement et à des temps variés. Oui, tout à fait. Comme nous vivons dans un monde globalisé, il n'y a aucun pays qui passe à la trappe. Ce problème en Iran a aussi démontré quelque chose, c'est que des pays comme Dubaï, qui avaient un modèle basé sur le tourisme, c'est
effondré à un moment donné. Tout à fait. Quelle leçon est-ce que la RDC, qui a pour ambition, en tout cas, de mettre en place des politiques fortes pour justement développer son secteur du tourisme, peut tirer en fait de cela? En fait, ce qu'il faut faire, madame, c'est la diversification de l'économie. On ne peut pas mettre tous les œufs dans un seul panier. Donc, il faut développer tous les secteurs de manière à ce que si un secteur est défaillant, un autre puisse le tirer vers le haut. Et si vous avez, par exemple, un secteur du tourisme très développé, un secteur agricole très développé, un secteur des mines très développé, un secteur du tourisme médical très développé, eh bien, tous ces secteurs ne peuvent pas s'effondrer en un seul jour. Mais évidemment, il faut toujours se dire une chose, Madame Yori, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Par sa décision, en tout cas, il peut mettre en feu et en moule le monde entier. Nous l'avons vu avec la situation du Covid. Exactement. Oui, le monde était devenu un enfer. Et donc, moi, en tant que chrétien, j'ai toujours pensé en fait que dans tout ce que nous faisons, il est très important que nous puissions reconnaître la grandeur de Dieu et se laisser diriger par lui. Vous n'avez pas tort, Monsieur Saïba. Vous parlez de développement. Qui dit développement dit l'inclusivité de la jeunesse et aussi l'éducation, qui est un secteur primordial. Tout à fait. La RDC, aujourd'hui, on peut dire qu'elle produit des diplômes, mais pas toujours des compétences. Que faut-il changer, justement, pour que nous puissions produire des compétences et non seulement des diplômes, surtout aujourd'hui où l'éducation est quand même l'un des secteurs les moins nantis, on va dire. En fait, je crois qu'il faut mettre l'accent, madame, non sur les diplômes papier, mais sur la formation. Quels Congolais formons-nous? De quels Congolais avons-nous besoin pour servir le Congo de demain, d'aujourd'hui et de demain? Tout le monde veut être juriste, tout le monde veut être économiste, il y a même des historiens, des biologistes, tout ça, c'est bien. Mais nous avons oublié les écoles des métiers. Le Congo a une carence aujourd'hui des ingénieurs, carence des agronomes, carence des charpentiers, des électroniciens, des électriciens, mais encore des ingénieurs IT. Et je pense vraiment, si nous devons rêver un développement inclusif et rapide, il nous faut définir le type de Congolais dont nous avons besoin pour diriger le Congo. Au développement qui est le... Par rapport au développement que nous rêvons. Donc, il est très important que nous puissions définir nos priorités et que nous puissions adapter nos modules de formation au Congo que nous voulons voir demain et donc au type de Congolais qui doit travailler dans ce Congo-là. Et donc, pour moi, je pense qu'il ne sert à rien de faire l'apologie des diplômes. Aujourd'hui, et je fais rire un de mes aînés, je dis, mais au Congo, tout le monde est devenu PhD. Et vous savez, ça me fait rire. On dit professeur, docteur, son nom, et puis PhD. Allez dans beaucoup de pays du monde, vous qui vivez en Europe. Mais il y a beaucoup de professeurs. Parce que vous les entendez se présenter PhD, docteur ceci et tout ça. Donc, c'est tout cela qui nous distrait. Donc, c'est la faillite aussi. C'est la faillite morale. Madame Yori, le Congo est dans une faillite morale. Nous faisons l'apologie des apparences. Regardez même dans l'amour. Les gens préfèrent l'amour des réseaux sociaux. Tout à fait. Mais quand vous sondez la réalité, c'est la catastrophe. Les amitiés des réseaux sociaux, non. C'est-à-dire le monde devient de plus en plus... Le monde devient superficiel. Et je suis triste de remarquer que ces antivaleurs se sont bien installées dans la culture en République démocratique du Congo. Et personnellement, en tout cas, je répugne cela. Et je décourage les jeunes qui me suivent aujourd'hui à être dans ce genre d'antivaleurs. Il faut être réel. Tout ce qui est superficiel est donc éphémère. Et il faut investir dans du durable. Revenir à la réalité. Et venir à la réalité. Tout ce qui a de la valeur. Absolument. Et arrêter... Donc, oublions les diplômes papier. Mettons l'accent sur la vraie formation adaptée aux réalités et aux besoins de notre pays. Mais vous n'avez pas peur, lorsque vous dites « oublions les diplômes papier », que cette phrase soit prise en fait telle qu'elle et que les jeunes estiment ne plus devoir aller à l'école? Non, ce n'est pas ce que je dis, madame. Non, c'est pour ça que je voudrais que ce soit clair. Absolument. Que votre prise de parole aujourd'hui s'adresse aussi à la jeunesse congolaise, surtout à... Ce que je peux dire à la jeunesse congolaise, c'est ceci. Avoir un diplôme, c'est bien. Mais le défendre, c'est mieux. Tout à fait.
Donc, les compétences. Les compétences acquises. Mais écoutez, j'ai reçu quand j'étais directeur général de l'OGEFREM, et même dans mes fonctions antérieures à celle de directeur général de l'OGEFREM, et même encore dans mes fonctions actuelles. Mais j'ai rencontré comme ça, j'ai eu des entretiens avec des gens qui avaient beaucoup de prétentions. PhD, je fais ceci, je fais cela. Mais dans les entretiens, mais finalement, vous vous posez la question, mais pourquoi ce monsieur ou cette dame est aussi prétentieux? Vous voyez? Donc, avoir des diplômes, c'est bien. Je n'ai rien contre ça. Mais défendre ces diplômes, c'est mieux. C'est ce qui est mieux pour le pays. Que vous me disiez que vous êtes PhD, mais si vous êtes incapable, en tout cas, de pouvoir aborder les questions fondamentales du pays et d'apporter les changements, alors votre PhD ne me sert à rien. Regardez le nombre de professeurs qu'il y a dans nos institutions. Mais professeur ceci, professeur cela. La responsabilité justement de ce problème de formation, d'acquisition des compétences, parce qu'effectivement, aller à l'école, aller à l'université, c'est une chose, mais est-ce que ces personnes sont bien formées et par qui? À travers quel modèle, à travers quel programme? Donc la responsabilité revient à qui? Aux politiques. Absolument. De s'assurer de remettre à niveau le système éducatif. Absolument. Vous avez bien dit, Madame Yori, que l'éducation n'était pas le secteur les mieux nantis. Tout à fait. Mais regardez comment nous traitons nos enseignants. Vous avez déjà vu les conditions des enseignants, des enseignants de l'école primaire ou de l'école secondaire ou encore même de l'université? Mais si des professeurs d'université, regardez la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Nous sommes dans une dictature, mieux une tyrannie sans pareil. Mais la plupart des professeurs d'université se taisent. Mais qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux étudiants? Quel courage vont-ils transmettre aux étudiants? Ils se résignent, ils ne disent rien, même pas la moindre analyse. Quand vous suivez des professeurs, ceux qui s'appellent professeurs, défendre des incongruités, notamment sur la Constitution, allant jusqu'à traiter la Constitution de moins valeureux que le papier sur lequel elle a été imprimée. Mais c'est grave. Une inversion totale. C'est une inversion des valeurs. Alors, vous voulez que nous puissions envoyer nos enfants devant ces professeurs pour être enseignés et attendre que nos enfants seront bien formés? Non. Non. Donc, je pense que nous faisons face à une crise profonde, une crise morale profonde. Donc, les problèmes que nous sommes en train de vivre au Congo, c'est des problèmes sociétaux, mais alors ancrés dans notre ADN, et je pense qu'il faut que nous puissions en sortir avec la plus grande brutalité qui puisse être. Il ne faut pas y aller graduellement. Tout à fait. Il faut vraiment qu'il y ait une rupture radicale. Et les conséquences sont d'autant plus néfastes puisqu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent sans emploi. Il faudra trouver des solutions à ces jeunes qui, malheureusement, en fait, ne sont que les victimes d'un système qui a été mis en place en leur défaveur. Comment voyez-vous, justement, dans l'avenir, comment régler cette question, justement, des jeunes qui n'ont pas eu une bonne formation et qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi? Il faudra les remettre dans la vie active. Tout à fait. Comment est-ce que vous voyez ça? Nous devons avoir des politiques cohérentes, madame, notamment dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, dans le cadre de l'emploi. Nous devons avoir des politiques cohérentes. Et ce que je dois dire aussi aux jeunes, c'est ceci. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et même de l'intelligence artificielle. Il y a possibilité de pouvoir acquérir des connaissances en utilisant le numérique et l'intelligence artificielle. Et c'est très important. Et ne mettons pas en tête que les jeunes doivent être là pour rédiger des lettres de demande d'emploi. Les jeunes doivent être des créateurs d'emplois. Et j'en vois, sincèrement, quand je regarde par exemple à l'est de la République démocratique du Congo, vous avez des jeunes qui savent se débrouiller. Quand vous discutez avec des jeunes, mais ils vous présentent des projets, mais ce qui leur manque, c'est l'encadrement, malheureusement, du secteur public. Et le capital pour commencer. Si nous avions, par exemple, un fonds de l'innovation, il y a beaucoup de jeunes qui sont très forts et qui sont doués et qui innovent. Mais l'État ne sait pas capitaliser l'innovation ou le sens de l'innovation de ces jeunes. Mais si nous avions, par exemple, un fonds de l'innovation pour encadrer tous ces jeunes talentueux dans différents domaines, eh bien, nous n'aurons pas que des demandeurs d'emploi ou des quémandeurs d'emploi, mais nous aurons eu plutôt des créateurs d'emplois. Parce que ces jeunes qui a innové quelque chose peut employer peut-être une ou deux personnes. Si nous en avons 100,
qui chacun peut employer 3, 4, 5 personnes. Vous voyez? Bien sûr, ça varie. À l'échelle, À l'échelle. à l'échelle, nous aurons vraiment essayé de résorber le problème du chômage. Et donc, les jeunes ont aussi un rôle à jouer. Et je demande encore aux jeunes ceci. Ils ne doivent pas se résigner. Quand ça ne marche pas au pays, ils doivent se sentir concernés. Et ils doivent s'impliquer au changement. Et ce changement, nous en avons tous besoin parce qu'il sera bénéfique à la population entière, aux Congolais d'aujourd'hui et de demain. Vous avez tout à fait raison. Alors, je vais revenir en fait à ce que vous disiez par rapport au léopard. S'il est vrai effectivement qu'aujourd'hui, on a l'impression avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, la qualification des léopards et tout ce qui s'en est suivi peut paraître effectivement illusoire. Néanmoins, vous savez comme beaucoup que le sport a tendance aussi à réunir les citoyens, justement, et que le sport, comme l'art ou la culture, sont aussi des vecteurs en fait de soft power. Soft power. Ouais. Pensez-vous qu'il est quand même important de miser sur cela pour aussi le développement et la relance aussi de la République démocratique du Congo? Laissez-moi d'abord, madame, commencer par féliciter les Léopards pour leur qualification à la Coupe du Monde 2026, qui va se jouer, je crois, dans 3 pays, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, mes très sincères félicitations aux Léopards. Je pense que c'était une joie qu'ils ont donnée à toute une nation. 52 ans après. 52 ans après. Donc, je crois que tout est à l'honneur de la République démocratique du Congo. Ceci dit, tout en encourageant et en félicitant les léopards, je dis tout simplement ceci, qu'il faut, de la même manière qu'on a honoré les léopards, on doit honorer tous les autres acteurs de notre pays, à savoir les militaires. Avez-vous l'impression que les militaires sont suffisamment honorés? Non. Avez-vous l'impression que les enseignants sont suffisamment honorés? Avez-vous l'impression que les fonctionnaires sont suffisamment honorés? Mais quel est ce père de famille qui a du favoritisme dans le traitement qu'il réserve à ses enfants? Quel est ce père responsable qui a du favoritisme? Très belle métaphore. J'aime mon fils tel par rapport à mon fils tel. J'aime ma fille par rapport à mon fils. Et il n'y a qu'un parent irresponsable qui peut agir ainsi. Mais un parent responsable, il essaye en tout cas d'être équitable dans son traitement vis-à-vis de tous ses enfants. C'est une métaphore que j'utilise pour vous dire que je soutiens totalement que les léopards soient honorés, mais autant qu'ils ont été honorés, que tous les autres acteurs de la vie nationale de notre pays, en République démocratique du Congo, le soient aussi. Et que donc, ici, je vous donne raison, effectivement, le football, le basket, le sport, la culture, la musique notamment, sont effectivement des outils de soft power. Et le Congo doit aussi aspirer à pouvoir exercer son soft power. Mais avant même d'assurer son soft power, Madame Yori, il faut que le Congo redevienne un État. Le Congo n'est plus un État. Le Congo n'est plus une nation. Je vais vous étonner. Je vais vous étonner, Madame, parce que quand nous parlons d'État, mais il y a quand même les critères pour définir qu'un territoire, le territoire, un peuple, des institutions, la souveraineté et tout ça. Mais tous ces critères ne sont plus réunis pour la République démocratique du Congo. Donc, on n'est plus un État. Redevenons d'abord un État. Refaisons du Congo un État. Et puis, nous pouvons maintenant rêver ou nous pouvons maintenant aspirer à faire du Congo un véritable soft power. Et nous pouvons évidemment nous appuyer sur le sport, sur la culture. Nous avons l'une des musiques les plus appréciées au monde. Vous voyez, ça peut faire partie de nos mécanismes pour assurer notre soft power. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que aussi, parlant du football, madame, vous aurez remarqué ce jour-là, lorsque les léopards se sont qualifiés, on ne savait plus qui est de quelle tribu. À ce jour-là, il n'y avait pas de Machiamoumen. Non. Tout le monde s'est souvenu que nous n'étions que Congolais. Congolais, tout à fait. Et que donc, là où la politique divise,
les sports peut unir. Et Exactement. donc, j'encourage effectivement que nous puissions aussi quand même appuyer le secteur du sport, les secteurs de la culture et de tous les autres outils, en tout cas, qui peuvent permettre de relever le Congo. Mais quand on parle du sport, madame, je ne pense pas qu'il soit normal que nous puissions injecter beaucoup d'argent au Barça, à Milan AC, à l'AS Monaco, tandis que la Ligue de football nationale n'a rien. Alors, encore une fois, ce sont des arbitrages qui me laissent perplexe, des arbitrages politiques qui me laissent perplexe. Je me demande où est le sens de la raison lorsqu'on prend de telles décisions. Bref, je suis tout à fait d'accord que nous devons mettre l'accent sur tous les secteurs de la vie nationale, dont notamment le sport et la culture. Vous venez de dire quelque chose de très important en disant que quels sont les arbitrages qui sont faits. L'agriculture est l'un des secteurs justement qui ne permet pas à la RDC de s'autosuffire, ce qui n'est pas normal aujourd'hui parce que nous avons une faune, une flore, une terre incroyable. Comment depuis 1960 nous ne parvenons pas à lancer, à développer le secteur de l'agriculture? Oui, parce qu'en fait, nous n'avons pas une vision claire sur beaucoup de secteurs de la vie nationale, dont notamment l'agriculture. Nous avons parlé tout à l'heure ici, madame, de l'éducation, qui est un parent pauvre. Vous voyez, autant l'agriculture, parce qu'en fait, ça nous plaît. Je discute généralement avec plusieurs amis originaires du Katanga, et je leur dis, mais comment ça se fait que depuis beaucoup d'années, vous importez le maïs? Est-ce que c'est difficile de cultiver le maïs au Katanga? Est-ce que c'est difficile de cultiver le riz? Est-ce que c'est difficile de cultiver le manioc, de cultiver le haricot, de cultiver la pomme de terre et toutes les autres denrées de première nécessité qui font partie de notre patrimoine culinaire? Tout à fait. Ce n'est pas impossible. Mais je ne condamne pas. Ici, je ne suis pas en train de dire que je condamne le cultivateur, les populations qui seraient prêtes à pouvoir cultiver. Mais quelle est la politique agricole, madame? Vous vivez en Europe. Vous savez bien que tous les agriculteurs dans l'espace européen qui sont subventionnés. Tout à fait. Évidemment, il y a des limites de subvention pour ne pas permettre qu'il y ait concurrence déloyale entre les pays. Mais au moins, les cultivateurs sont subventionnés. Est-ce que ce terme existe encore en République démocratique du Congo? Même qu'on puisse... A-t-il existé à un moment donné? Ah oui, oui, ça a existé. Le Congo a même eu une banque de crédit agricole. D'accord. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une coopérative ou vous-même, si vous avez des hectares de terres cultivables, vous avez la possibilité de présenter un projet à la banque de crédit agricole et bénéficier d'un crédit. Oui, et la banque sait vous encadrer pour que vous puissiez rembourser votre crédit et probablement prendre un autre. Et que s'est-il passé alors, puisqu'il y avait toutes ces structures? Comment se sont-elles... elles se sont volatilisées? Nous sommes tous d'accord, Madame Yori, qu'à un certain moment, le Congo s'est désintégré. Le Congo a sombré. Et le Congo était en train de renaître de ses cendres depuis un temps. Mais malheureusement, nous avons encore reculé de plus de 25 ans. Et reconstruire le pays, le remettre sur les rails, là d'où le président Kabila l'a laissé en 2019, je peux vous assurer que ce sera un travail de titan. Et je préviens tous les acteurs publics que ce n'est pas par la paresse que nous allons reconstruire notre pays. Il nous faudra beaucoup de discipline et il nous faudra beaucoup de rigueur et de sacrifice. Donc, si nous estimons que les acteurs politiques, les acteurs publics ou la classe dirigeante qui va succéder au régime de Tshisekedi, et ce sera là juste pour se satisfaire d'avoir des fonctions, se satisfaire d'avoir des postes, ils vont être désillusionnés parce que les problèmes sont énormes, les problèmes du Congo sont trop profonds. Et c'est des problèmes de tous ordres. Sans vouloir rentrer dans le fond d'un secteur comme l'agriculture, mais à votre avis, quelles sont les 3 décisions prioritaires qu'il faudrait prendre pour justement relancer, en tout cas, le début du développement de ce secteur qui est primordial, non seulement pour la RDC,
pour les voisins, mais aussi pour tous les pays du monde, parce que la RDC a des terres qui sont quasi incroyables. D'abord, madame, il faut sécuriser le secteur foncier. D'accord. C'est très important. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les propriétaires terriens sont en insécurité permanente. Il est difficile que vous puissiez avoir vos titres, que 2 ou plusieurs personnes ne viennent pas réclamer la propriété sur votre titre. Et souvent encouragés par plusieurs acteurs qui sont censés protéger le secteur. Ça, c'est la première chose. Donc, nous devons sécuriser le domaine foncier et qu'il soit vraiment productif. Deuxièmement, nous devons financer un financement adapté. Et troisièmement, les infrastructures et l'énergie. Parce que sans infrastructure, c'est impossible de pouvoir assurer une bonne production. Et sans infrastructure, il est difficile de pouvoir évacuer la production. Et puis l'énergie. Parce que nous devons sortir de l'agriculture de subsistance, l'agriculture empirique, l'agriculture à la houe. Et passer à l'agriculture. Nous devons passer à l'agriculture moderne, ça veut dire l'agriculture industrielle. Et pour cela, on a besoin de l'énergie. Et lorsqu'on sera arrivé à ce stade-là, nous devons maintenant élaborer ou mettre en place des chaînes de valeur. La transformation. La transformation. Parce qu'il ne faut pas seulement, produire, il ne faut pas cultiver et produire, il faut transformer. Tout à fait. Et quand vous transformez, il faut maintenant distribuer. Et vous ne transformez pas qu'un seul produit. Il faut qu'il y ait toute une chaîne. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Exact. Et il faut pouvoir mettre en place ces chaînes de valeur et imposer en tout cas à ce que nous puissions professionnaliser notre secteur. Parce que c'est cela généralement qui nous manque. Parce que nous sommes dans un monde compétitif et donc nous devons respecter les standards. Et si nous ne respectons pas les standards, quel que soit ce que nous allons produire, évidemment, nous pouvons consommer, mais nous serons probablement en difficulté de pouvoir exporter les excédents. Monsieur Saïba, comme vous le dites, les défis sont énormes. Le pays aujourd'hui est tombé au plus bas, sans compter justement cette tyrannie qui empêche aussi justement au pays finalement de se développer, ce manque de gouvernance, cette insécurité. Alors, une seule question, monsieur Saïba. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC? Bien, l'avenir du Congo est beau. Et l'avenir du Congo est beau et tout dépend en fait du comportement de tout un chacun de nous. Je pense que nous ne devons pas sombrer dans le désespoir. Nous ne devons pas être pessimistes, mais nous devons plutôt prendre l'engagement de pouvoir contribuer au développement de notre pays. Et cet engagement-là doit se traduire par les actes. Chacun doit jouer sa partition. Nous ne devons pas considérer qu'il n'y a que certains doivent jouer un rôle et d'autres être des observateurs. Nous devons tous être des acteurs, des patriotes qui agissent en faveur de la relance du développement de notre pays. Parce que je pense que c'est possible. Si les autres, en tout cas, ou certains pays l'ont fait, qui sont sortis des situations extrêmement difficiles, nous oublions souvent, aujourd'hui lorsque nous parlons de la Chine, nous oublions souvent que la Chine a été même ravagée par la famine, s'il vous plaît. Tout à fait. La Chine a été ravagée par la famine. Et aujourd'hui, qui peut encore oser se moquer de la Chine? J'étais en train de parler, ou je parle depuis un temps de l'industrie automobile chinoise. Il fut un temps, lorsqu'on voulait se moquer de quelqu'un qui avait une voiture, peut-être pas de marque qu'on souhaitait, on disait il a une petite japonaise. Oui, c'est vrai. C'était comme une moquerie. Exactement. Est-ce qu'on peut encore le dire aujourd'hui? Aussi avec les Éthiopiens, on disait ça. Exactement, exactement. On disait il a une petite japonaise. Est-ce qu'on peut oser se moquer aujourd'hui de l'industrie automobile japonaise? C'est le cas aujourd'hui avec l'industrie automobile chinoise. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, vous visitez beaucoup de pays d'Afrique, mais en tout cas, si vous avez vu 10 véhicules, 4 sont chinois, ou peut-être même plus. Beaucoup plus. Alors, d'ici 5, 10 ans, ah oui, ils vont, oui. Vous pouvez vous imaginer ce que ce sera? Donc, je pense que nous ne devons pas sombrer dans le désespoir, nous ne devons pas sombrer dans le pessimisme, il faut reprendre courage. Et chacun de nous doit jouer sa partition. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes. N'acceptez pas que certaines personnes puissent prendre en otage votre avenir.
Vous devez reprendre votre destin en main. Il est très important que vous puissiez reprendre votre destin en main. Ça me marre, parfois, Madame Yori, ça me marre. Je suivais une fois, il y a quelques années, je venais d'ailleurs d'arriver à Kinshasa, et il y a un monsieur qu'on avait présenté à la télé, il était sur un plateau de télévision, il avait 52 ans. Et il était président de la Ligue des jeunes d'un parti politique. Mais 52 ans, c'est jeune, monsieur Saïba. Non, c'est plus jeune. Non, 52 ans. Madame Yori, parlons-en en fait. Oui, jeune, quand on dit jeune. Jeune d'esprit peut-être, mais vous ne pouvez pas avoir 52 ans et être dans la Ligue des, dans la Ligue des jeunes. Oui. Président de la Ligue des jeunes, ça c'est des postes de jeunes gens de 25 ans, maximum 30 ans, mais pas 52 ans, s'il vous plaît. Voyez. Parlant de cela, par exemple, est-ce que, madame, vous vous rendez compte de la brièveté de la vie? Si vous avez déjà plus de 50 ans, à supposer que Dieu vous gratifie de 100 ans, si vous avez déjà 52 ans, ça veut dire que vous avez vécu plus qu'il ne vous reste à vivre. Exactement. Mais comment vous allez continuer à vous appeler jeune? Tout à fait. Et c'est à cause de ça que les gens refusent de prendre leurs responsabilités. Vous voyez? Tout à fait. C'est à cause de ça. Ils préfèrent continuer à s'appeler jeune. Biso ba jeune. Bazo kanisa bisoté. Mais tu as 55 ans. Tu es plus jeune. Mais tu préfères être nommé dans le quota des jeunes. Moi, ça me pose un problème. Et c'est pourquoi je pense qu'il est bon que les jeunes soient responsabilisés. Mais justement, parlons de jeunes, M. Saïba. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent trouver leur bonheur dans la politique. Non pas parce qu'ils ont des convictions, mais surtout parce que la politique a donné l'image d'une réussite financière. Comment comptez-vous justement inverser cela? Moi, je pense d'abord que je peux leur donner quelques exemples. Steve Jobs n'a jamais fait la politique. Tout à fait. Bill Gates n'a jamais fait la politique. Dangote n'a jamais fait la politique. Et Lumelu n'a jamais fait la politique. Mais il faudrait peut-être des exemples congolais. Parce que là, ce sont des exemples des étrangers, mais au Congo... Dokolo n'a jamais fait la politique. Dokolo n'a jamais fait la politique. Il a créé des banques. Tout à fait. Il a créé des entreprises. Il a été dans le secteur du café. Et donc, c'est possible. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Et même lorsque vous faites la politique, j'encourage les jeunes à être autonomes. Ayez d'abord un métier. La politique, ce n'est pas un métier, Madame Yori. On est d'accord? Tout à fait. Oui, vous pouvez faire une carrière politique, mais ce n'est pas un métier. Non. Vous faites quoi? Acteur politique. Mais attendez. Vous devez... la phrase préférée des Congolais, oui. Je suis acteur politique. Oui, qu'est-ce que vous faites? Je suis acteur politique. Vous ne voyez pas que c'est une anomalie pour notre société? Tout à fait. Il vous faut être avocat, médecin, expert comptable, auditeur, agronome. Mais non, si vous estimez que vous pouvez faire la politique, vous pouvez la faire. Tout à fait. Et lorsque vous estimez que vous pouvez vous retirer de la politique, vous rentrez dans votre métier. Je prends ici l'exemple de la France. La plupart des hommes politiques français, ils sont passés par l'ENA. Et pour la plupart, ils ont des métiers de base avant d'aller en politique. Tout à fait. Mais chez nous, quelqu'un n'a même pas encore eu son diplôme de licence, candidat député. Et comme on a tellement chanté Chancelo Kopamba, il passe député, on l'appelle honorable, il oublie qu'il y a la vie en dehors de la politique. Alors sa seule bataille, c'est de se maintenir dans la sphère politique, quel qu'en soit le prix. Je pense qu'il faut décourager cela. Chacun doit aller dans le secteur vers lequel il se sent le mieux outillé pour servir la nation. Si effectivement vous avez les atouts de faire la politique, allez-y. Mais si Dieu vous a par contre donné les atouts de faire les affaires, allez dans les affaires et laissez la politique aux autres. Voilà ce que je peux dire aux jeunes. Ce que j'aimerais bien aussi que vous puissiez dire aux jeunes, Monsieur Saïba, c'est que vous avez un parcours exceptionnel. Logiquement, on commence toujours par présenter la personne, en tout cas avec qui on échange, mais j'ai préféré le faire à la fin parce que je pense qu'il est important aussi de faire passer un message aux jeunes que le parcours, l'expérience est importante. Quelle est votre expérience, Monsieur Saïba, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en dehors de la politique, vous qui venez de dire justement que la politique, c'est un mandat et qu'au-delà de la politique, il faut avoir un métier. Tout à fait. Pouvez-vous parler de vous?
Waouh, de votre... oui, c'est généralement difficile de parler de soi, c'est vrai. Je pense que mon parcours, je ne sais pas s'il est publié sur mes plateformes, mais je peux brièvement dire que sur le plan d'abord scolaire et académique, j'ai commencé mes études maternelles chez les Sœurs Oblates. Là, D'accord. nous sommes à Béni. Béni, c'était à l'époque une petite bourgade et elle se situe au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. C'est là que je fais mes premiers pas scolaires, donc chez les Sœurs Oblates à l'école maternelle. Et puis, je commence mes études primaires à l'école catholique conventionnée ou l'école conventionnée catholique Païda, toujours à Béni, avec l'avènement des écoles privées. Mes parents décident donc de nous shifter vers l'école privée. Donc, je poursuis mes études primaires à l'école privée qui s'appelait Institut de l'avenir de Béni, Ah, vous êtes toujours à Béni. toujours à Béni. Mhm. Et là, je décroche donc, comment on appelle ça aujourd'hui? À l'époque, on appelait ça diplôme. De troisième. Non, 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 diplôme d'études, de fin d'études primaires. En primaire, oui, donc, Oui, 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 donc, c'est... oui, oui, le diplôme de Aujourd'hui, fin on appelle d'études. ça le CEC, quelque chose comme ça. Oui, je ne sais plus trop comment ça Oui. s'appelle pour le moment. Et j'ai poursuivi mes études secondaires chez les protestants, chez les missionnaires protestants à Bukavu. À l'époque, ça s'appelait IPPKI. Et quand moi j'ai intégré là-bas, ça s'appelait déjà Institut Bwindi. D'accord. Oui, c'est une école conventionnée protestante. Au passage, hein, c'est là que Mukwege a été formé, D'accord. le feu sénateur Kouyendondo a été formé, docteur Bizi Makara a été formé là-bas, euh, l'ancien premier ministre Matata Mponyo a été formé là-bas. Donc, c'était des aînés. Hein. Nous sommes arrivés longtemps après, mais on a appris en fait par le palmarès que tous ces aînés sont passés par là. Donc, j'obtiens mon diplôme en pédagogie générale à l'Institut Bwindi, donc, avant d'aller à Goma, où j'ai fait mes études universitaires. D'accord. À l'Université libre des pays des Grands Lacs, qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Et j'en sors donc licencié en droit public interne et international. Mais pendant que j'étais déjà étudiant, je ne sais pas, en Europe, vous appelez ça job. Oui. J'ai fait quand même quelques petites activités avec plusieurs aînés, notamment la famille Ngezayo. Ah, oui, j'ai travaillé avec eux pendant que j'étais encore étudiant à l'université. Occasion pour moi de leur faire un clin d'œil. Et j'étais avec eux à l'éruption du volcan Nyiragongo. Nous avons mis en place ce qu'on appelait le comité d'assistance de Nyiragongo. C'était une ONG et j'étais coordonnateur adjoint, mais toujours en tant qu'étudiant. Tout à fait. Quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai rejoint donc mes parents qui étaient déjà à Kinshasa. Et là, j'ai fait mes premiers pas de manière, je vais dire, très formelle, en tout cas dans la carrière professionnelle. Et je suis nommé assistant, donc secrétaire particulier, comme on appelait ça, donc cadre politique au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, puis au cabinet du ministre de l'économie. D'accord. Monsieur Émile Ngoy, qui est aujourd'hui ambassadeur de la République démocratique du Congo en France et à Monaco, je pense. Et une année après, je suis recruté à l'OGEFREM comme chef de service communication. Et à la faveur de la réunification des entreprises publiques, le conseil d'administration de l'OGEFREM décide donc de créer, d'ouvrir des bureaux de l'OGEFREM au Sud Kivu. Et j'en deviens le pionnier. Donc, on m'envoie là-bas comme chef d'agence à Bukavu. Et je monte donc la structure de l'OGEFREM au Sud Kivu. Et je pense, à la faveur des performances que j'ai pu réaliser et démontrer, le conseil d'administration décide de relever ce qui était une agence en sous-direction. Et donc, mon grade va suivre cette décision-là. Et je deviens donc sous-directeur, mais avec appellation directeur. Parce que toutes les directions, autres que les directions centrales, donc de Kinshasa, avaient, sous le plan organique, rang de sous-direction. Donc, je deviens sous-directeur. Mais quelques mois après, il a été décidé que toutes les directions puissent être alignées au même niveau que les directions centrales. Et donc, là, on me confie, en étant le chef de mes prérogatives,
Et on me confie de pouvoir créer le bureau de l'OGEFREM au Maniema. Et donc là, je deviens directeur régional de l'OGEFREM pour le Sud Kivu et le Maniema. Quelques temps après, j'ai eu une opportunité de pouvoir travailler à l'international. Il y a une institution qu'on appelle l'Agence de facilitation de transport de transit du corridor central, qui incluait à l'époque 5 pays, à savoir la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. À cette époque-là, le Congo n'était pas encore représenté. Et donc, j'ai eu cette opportunité d'aller au corridor central comme chef de département communication et plaidoyer. Quelques mois après, il a été créé un poste de numéro 2 et j'ai concouru à ces recrutements internes. Je suis donc devenu numéro 2 de l'institution, à savoir directeur des opérations. Et c'est là que je fais la rencontre du président Kabila en octobre 2016 et je serai nommé par lui en juillet 2017. Général de l'OGEFREM. L'OGEFREM qui vous colle à la peau. Que vous me collez à la peau. Non, qui vous colle, pas moi. Voilà, donc je rentre donc au pays pour diriger l'OGEFREM de 2017 à 2021. Et je quitte donc l'OGEFREM en juillet 2021. Je prends le chemin de l'exil pour des raisons que j'ai évoquées précédemment. Et là, avec plusieurs autres Africains, nous avons créé une entreprise panafricaine dénommée African Desk. Et j'ai été porté à la tête de cette institution que je dirige jusqu'aujourd'hui. Mais je suis en train d'espérer maintenant que je fais le nécessaire. J'ai stabilisé l'entreprise. Peut-être qu'il est temps pour moi de pouvoir prendre maintenant un peu de recul, déléguer, enfin pas déléguer, mais laisser la chance à quelqu'un d'autre, en tout cas, de pouvoir poursuivre la vision que nous avons tous partagée. Et dernièrement, en tout cas, encore avec quelques autres compatriotes, nous avons mis en place une entreprise, cette fois-là au niveau du Congo, et qui opère à partir de Goma, qu'on appelle Congo Trade Solutions. Concomitamment, je siège aussi au fonds d'ajustement de l'ASLECAF, au conseil d'administration du fonds d'ajustement de l'ASLECAF, qui est une institution africaine décidée ou créée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ou de l'Afrique, disons ça comme ça. En tant que PDG de African Desk, je siège aussi au conseil stratégique du Commonwealth Enterprise and Investment Council. C'est en fait African Desk qui est membre du conseil stratégique. Et moi, en tant que PDG, je siège donc à ce conseil-là pour représenter l'institution ou l'entreprise African Desk. À côté de ça, bien évidemment, je suis un acteur politique et proche collaborateur du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Après avoir écouté votre parcours, qui devrait en inspirer plus d'un, car on voit à travers ce parcours que vous avez non seulement la connaissance, mais aussi l'expérience. Et donc, j'espère en tout cas que ceux qui nous suivent, surtout la jeunesse, comprendra que il ne faut pas chercher à arriver au sommet trop vite, mais il faut passer par différentes étapes. Monsieur Saïba, nous arrivons à la fin de cet échange, mais je veux pas terminer notre échange sans vous poser la question: que vous inspire Frantz Fanon? Waouh! L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. À mon sens, ce n'est pas une fatalité. Ça peut signifier beaucoup de choses. Tous les conflits peuvent partir du Congo, mais aussi le développement de l'Afrique peut partir du Congo. Et c'est cela ma conviction. Merci beaucoup. Un dernier message à cette jeunesse congolaise en quête de sens et de perspective. À cette jeunesse congolaise qui me suit aujourd'hui, je demande pas grand-chose. C'est la prise de conscience. La prise de conscience et le changement des paradigmes. Et cela passe par des attitudes à adopter. Et je pense ici de l'attitude de co-responsabilité. Chacun doit jouer sa partition et chaque jeune Congolais et Congolaise doit plutôt avoir l'attitude des bâtisseurs. L'esprit et l'attitude des bâtisseurs. Parce que le Congo ne se construira que par nous-mêmes. Et ce sont les jeunes qui ont un très grand rôle à jouer parce qu'ils ont intérêt à le faire.
leur avenir et l'avenir du Congo en dépend. Donc, jeunes Congolais, prenez conscience parce que l'avenir du Congo repose sur vous. Au terme de cet échange, une question simple mais fondamentale demeure. La RDC a-t-elle une véritable vision ou seulement des ressources? Monsieur Saïba, merci pour cet échange et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir, madame.